Voici les États-Unis. Un seul pays, mais avec deux côtes totalement différentes. Si vous prenez l'avion de Los Angeles à New York, presque tout change. Les rues sont plus étroites, les immeubles plus hauts, les gens parlent, s'habillent et marchent différemment. La culture y est simplement différente. Ce n'est pas seulement que ce sont des villes différentes, elles donnent vraiment l'impression d'appartenir à des pays totalement différents. Et les chiffres le confirment. La densité de population moyenne dans le nord-est est d'environ 1000 personnes par 1000 carrés. En Californie, elle est plus proche de 250. À Boston, la maison médiane a été construite en 1963. À Seattle, c'est en 1984. Ce ne sont pas de petites différences, ce sont des écarts générationnels. Mais pourquoi? Pourquoi les deux côtes américaines paraissent-elles si différentes? Pourquoi l'Est semble-t-il ancien, dense et pressant, tandis que l'Ouest paraît étendu, décontracté et neuf? Et surtout, comment cela a-t-il pu arriver alors qu'ils appartiennent au même pays, soumis aux mêmes lois fédérales et à la même culture américaine? Il faut d'abord reconnaître qu'il existe aussi de nombreuses différences internes sur chaque côte. Je veux dire, Los Angeles, San Francisco et le nord-ouest du Pacifique sont différents, tout comme New York, Charleston et Miami. Mais pour les besoins de cette vidéo, nous comparons principalement l'Ouest et le Nord-Est, les deux pôles de la vie urbaine américaine, qui semblent incarner des approches presque opposées de la gestion d'une ville, pour comprendre pourquoi ces côtes ont autant divergé. La chronologie remonte même avant la fondation de l'Amérique, à l'époque où les Britanniques ont commencé à établir des colonies en Amérique du Nord au XVIIe siècle, façonnées surtout par leur recherche d'opportunités économiques et de liberté religieuse. Inutile de détailler les raisons de leur venue, intéressons-nous plutôt à ce qu'ils ont créé. Voyez-vous, lorsque vous établissez une colonie dans les années 1600, vos options sont extrêmement limitées. Il n'y a ni voiture, ni train, ni électricité. Le cheval est le moyen de transport le plus rapide, mais la plupart ne peuvent pas se le permettre. Donc tout devait être à distance de marche, mais il fallait aussi être proche des ports, car c'est ce qui faisait vivre la ville. Donc les bâtiments étaient serrés les uns contre les autres, car c'était la meilleure façon d'optimiser l'espace limité près du port. À mesure que ces villes grandissaient, elles s'étendaient sur elles-mêmes et les distances entre elles restaient courtes. On pouvait voyager entre les grandes villes en quelques jours, non en semaines. Cette proximité permettait aux colonies de communiquer, de commercer et finalement de s'unifier en quelque chose de cohérent. New York City a été fondée en 1624, Boston en 1630, Newark en 1666 et Philadelphie en 1682 avec leur plan en grille, pour n'en nommer que quelques-unes. Au moment où les États-Unis ont été fondés en 1776, la côte Est avait déjà, en gros, plus de 100 ans de développement européen derrière elle. Les institutions sont arrivées tôt aussi, presque immédiatement. Harvard a été fondé en 1636, Yale a suivi en 1700, un Princeton en 1746. Tout cela a créé un type particulier de société, hiérarchique, institutionnelle, et la richesse traditionnelle s'est accumulée au fil des générations. Le statut venait de l'éducation, de la famille, du nom et des relations. Au fil des décennies, et à mesure que l'Est s'enracinait encore plus dans ses idéaux, les États-Unis dans leur ensemble changeaient. Il y avait un désir de regarder vers l'Ouest. En 1803, l'achat de la Louisiane a doublé la taille des États-Unis du jour au lendemain. Napoléon avait repris le territoire à l'Espagne, mais la révolution haïtienne et une guerre inévitable avec le Royaume-Uni détournant son attention de l'Amérique vers l'Europe. Ayant besoin de fonds rapidement, il proposa de vendre tout le territoire aux États-Unis pour seulement 15 millions de dollars, soit 400 l'acre. Les États-Unis ont acquis 828 000 miles carrés de territoire s'étendant du fleuve Mississippi jusqu'aux montagnes rocheuses et du golfe du Mexique jusqu'au Canada. Soudain, d'immenses posters apparurent, mais ce n'était qu'une partie de l'histoire. La côte ouest ne leur appartenait pas encore. Pendant les années 1840, les Britanniques revendiquaient encore le nord-ouest Pacifique, le Mexique contrôlait la majeure partie du sud-ouest et le Texas était indépendant. Mais une idéologie prenait racine, ce qui signifiait que tout cela n'était que temporaire, la destinée manifeste. Ce n'était pas une politique précise, mais une croyance selon laquelle les Américains étaient destinés à étendre leur territoire sur tout le continent nord-américain, de l'Atlantique au Pacifique. Et ainsi, l'expansion s'est poursuivie au détriment total des Amérindiens. Bien sûr, c'est à ce moment-là que nous avons vraiment commencé à voir la migration vers la côte ouest et que nous avons commencé à voir les cultures diverger de la côte est. Laissez-moi vous expliquer, il fallait un certain type de personnes pour partir vers l'ouest à cette époque. Ce n'était pas comme déménager dans une nouvelle ville, c'était comme quitter complètement la civilisation. En empruntant les pistes vers l'ouest, la traversée du continent était brutale. Déserts, montagnes,
terrain hostile, infrastructure minimale. Cela prenait des mois et jusqu'à 10% de tous ceux qui faisaient ce voyage n'y survivaient pas. Alors, qui étaient entre ces gens qui partaient malgré tout cela? Ce n'étaient ni les personnes prospères de l'Est, ni celles avec de bons emplois, des familles stables ou des positions sociales confortables. Les gens qui sont partis vers l'Ouest étaient ceux qui avaient des raisons de partir, ceux qui regardaient l'ordre établi de la côte Est et sentaient que cela ne fonctionnait tout simplement pas pour eux. Les marginaux, les rêveurs, les ratés et les preneurs de risques. Le simple fait d'aller vers l'Ouest sélectionnait un type de personne bien précis, quelqu'un de plus intéressé par les possibilités que par la sécurité et qui accordait plus de valeur à la liberté qu'à la structure. Et bien sûr, cela s'est intensifié en 1848, lorsque de l'or a été découvert à la scierie de Sutter en Californie et que la nouvelle s'est répandue, donnant naissance à ce qu'on a appelé la ruée vers l'or en Californie. Des centaines de milliers ont quitté leur vie pour l'Ouest, n'ayant que l'espoir de faire fortune. Cela a provoqué la plus grande migration de l'histoire américaine et attiré des personnes de nombreux pays, créant une société multiethnique en périphérie des États-Unis. Nous aborderons plus tard un autre facteur, l'immigration. San Francisco est passé d'une colonie d'environ 800 habitants en 1848 à plus de 25 000 en 1850. Beaucoup, n'ayant pas trouvé d'or, ne sont pas rentrés mais sont restés pour bâtir les États avec le même état d'esprit. À cette époque, les frontières continentales des États-Unis ont aussi été fixées. Le Congrès les a aidés avec des lois pour encourager la colonisation, par exemple, le Homestead Act de 1862 accordait 160 acres de terre gratuites à tout Américain prêt à partir vers l'Ouest. Vivez-y 5 ans et améliorez-la, transformant ainsi la migration en une opportunité subventionnée, un pari sur l'avenir. C'est aussi à cette époque que la période emblématique du Far West a commencé. C'est pourquoi aujourd'hui, lorsque vous comparez les cultures de la côte Est et de la côte Ouest, l'Ouest a davantage l'esprit pionnier, l'idée que vous pouviez vous réinventer. L'attitude du vivre et laisser vivre, née de la cohabitation d'étrangers dans les villes frontières, est devenue la fameuse tolérance et les normes sociales décontractées de la côte Ouest. C'est à cette époque, vers le milieu des années 1800, que de nombreuses villes de la côte Ouest ont été fondées. Mais elles étaient encore très petites. Los Angeles comptait 5000 habitants en 1870, Portland 8000, San Diego 2300 et Seattle seulement 1000. Elles n'avaient pas encore adopté une forme urbaine fixe, contrairement par exemple au plan des commissaires de New York de 1811, et elles n'ont vraiment commencé à croître qu'au début du XXe siècle. C'est là que réside la différence dans la conception urbaine. Comme mentionné, les villes de la côte Est se sont développées à une époque où elles devaient être denses et adaptées à la marche. Mais ce n'était pas le cas sur la côte Ouest, car les villes ont pu s'étendre vers l'extérieur grâce au transport en commun dès le début et encore plus loin avec l'arrivée des voitures. Je sais que ça paraît fou de dire ça dans une phrase côte Ouest et transport en commun, mais c'est vrai. Prenez le sud de la Californie par exemple. Les tramways électriques sont apparus à Los Angeles en 1887, puis une décennie plus tard. Nous avions le Los Angeles Pacific Railroad, un système de transport public électrique qui comptait 370 km de voies, s'étendant du centre-ville de Los Angeles jusqu'à Santa Monica et la South Bay. Il y avait aussi le réseau de tramway Los Angeles Railway, lancé en 1895 qui fonctionnait comme un métro, tandis que la future compagnie Pacific Electric Railway, surnommée les Red Cars, reliait les villes du comté de Los Angeles, du comté d'Orange, du comté de San Bernardino et du comté de Riverside. Ce train de banlieue était même le plus grand réseau ferroviaire électrique au monde dans les années 1920. L'usage du train a baissé et durant cette décennie, les voitures sont devenues plus accessibles et moins luxueuses. Comme nous le savons, la suite appartient à l'histoire et elle est devenue la ville avec le plus grand nombre de voitures par habitant aux États-Unis. Ce que je veux dire, c'est qu'en gros, la côte ouest était encore flexible lorsque l'étalement urbain est devenu possible, et c'est pourquoi les côtes sont si différentes. Au moment où Los Angeles est devenue une grande ville, une ville comme Boston avait déjà presque 300 ans, l'immigration a également joué un rôle dans cela. La côte est a été marquée par des vagues d'Européens arrivant par Ellis Island, formant des villes composées de quartiers anciens et de communautés ethniques établies. La côte ouest, quant à elle, a attiré un mélange très différent. Des migrants mexicains et centra-américains venant du sud, des ouvriers chinois, puis une immigration asiatique plus large en provenance du Pacifique, et un flux beaucoup plus international. Dans l'ensemble, ces villes se sont développées beaucoup moins liées au style européen traditionnel. Maintenant, passons à l'économie des côtes. Sur la côte Est, c'est très traditionnel. Même l'argent ancien, la banque, la finance, la recherche et la médecine dominent. Même dans le domaine du divertissement, le théâtre et les beaux-arts sont préférés. Alors que sur la côte ouest, on voit que la technologie, le capital risque et Hollywood dominent, des industries beaucoup plus récentes.
Bien sûr, cela influence aussi la culture, car les structures sociales et la hiérarchie traditionnelle du pouvoir sont beaucoup plus enracinées sur la côte Est. La culture du travail est généralement stricte, tant pour la tenue, la ponctualité que la rigueur. Beaucoup diront que la culture du travail dans l'Ouest est plus détendue, moins stressante et décontractée. Les gens arrivent en retard, s'habillent comme ils veulent et se détendent. En général, cela revient à dire que l'Ouest a cette ambiance du tout est permis, puisqu'il a été colonisé par des pionniers, des aventuriers et des hors-la-loi. Avant la technologie, c'est surtout l'industrie du cinéma qui a mis la Californie sur la carte. C'est une industrie fondamentalement artistique, pleine d'excentriques, caractérisée par des costumes plutôt que des uniformes, et qui fait appel à des jeunes pour le talent. Elle a sans doute contribué à préserver l'esprit décontracté de la côte ouest, malgré la transition de son industrie et de sa population vers des secteurs plus urbains. Cela se manifeste peut-être aussi dans les manières des gens qui vivent sur chaque côte. Par exemple, si vous demandez à des Américains de comparer les habitants des côtes Est et Ouest, beaucoup évoqueront leur comportement. Le stéréotype courant est que la côte Ouest est agréable mais pas gentille, et que la côte Est n'est pas agréable mais qu'elle est gentille. En gros, la franchise contre la passivité agressive. Il y a aussi l'idée que la côte Est est plus communautaire et la côte Ouest plus individualiste, et que la côte Est reste socialement plus conservatrice que l'Ouest. Mais encore une fois, ce sont des généralisations, sans vouloir offenser qui que ce soit, bien sûr. Enfin, il y a la météo. Les océans Atlantique et Pacifique apportent des climats très contrastés aux deux côtes. À l'est, l'air chaud et humide du golfe du Mexique entre constamment en collision avec l'air arctique froid venant du Canada, et l'Atlantique chaud contribue à alimenter les tempêtes qui se déplacent d'ouest en est. Cela crée de grands écarts de température, des tempêtes spectaculaires et un climat qui connaît vraiment les 4 saisons. Sur la côte ouest, un courant froid du Pacifique venant d'Alaska maintient des températures douces. Les montagnes de la Sierra Nevada et des Cascades bloquent la plupart des phénomènes météorologiques extrêmes avant d'atteindre la côte, donnant ainsi à la région un climat distinct. Dans le sud de la Californie, il fait essentiellement chaud toute l'année, tandis que tout ce qui se trouve au nord de San Francisco connaît un véritable hiver sous forme de pluie, de brouillard et de tempêtes de neige occasionnelles. Les deux côtes sont essentielles pour faire des États-Unis la première puissance mondiale. La région des 3 États et le Grand Los Angeles sont les 2 zones métropolitaines les plus riches et peuplées des États-Unis, portant en quelque sorte ce pays sur leurs épaules. Wall Street, centre financier mondial, et la Silicon Valley, cœur technologique, sont clés dans la domination américaine. Mais quelle côte préférez-vous? Dites-le moi en commentaire, et à la prochaine vidéo. Merci d'avoir regardé.